très ravi de vous accueillir et d'accueillir la Tribune pour ses 30 ans. Et ça me touche particulièrement d'accueillir Laurent Alexandre et bien sûr Thierry Breton pour cette conférence. Moi, je trouve qu'il y avait un petit paradoxe et un pari de la part de la Tribune à venir fêter ses 30 ans dans la plus vieille entreprise d'Europe, puisque vous êtes maintenant entièrement digitaux et que nous sommes au fond un des exemples archéologiques, je dirais presque, de la vieille économie. Nous sommes ici depuis 1150 ans, vous êtes dans un bâtiment qui est évidemment très ancien et nous fabriquons des pièces de monnaie qui sont le symbole même de la vieille économie. Nous sommes contre les bitcoins, nous sommes contre les paiements sans contact, nous sommes contre les paiements digitaux. Bon, donc il y a évidemment un paradoxe à venir fêter vos 30 ans ici. Et en même temps, je pense que si vous l'avez fait, c'est parce que la vieille monnaie de Paris s'est un petit peu transformée ces derniers temps. Nous aussi, nous avons nos ventes en ligne qui ont explosé ces dernières années. Nous aussi, nous comptons beaucoup sur le digital pour notre développement. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, par exemple. Et donc, nous avons essayé d'intégrer complètement une stratégie numérique dans notre développement. Comme quoi, il n'y a pas de fatalité. Et comme quoi, on peut être la plus vieille entreprise du monde et embrasser les nouvelles technologies pour assurer son avenir. Alors donc, dans vos débats, dans les débats que vont avoir Laurent et Thierry Breton, ne nous oubliez pas. N'oubliez pas la vieille économie et intégrez-la dans notre futur collectif. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci de cet accueil. Alors, je vais proposer à nos invités Thierry Breton et Laurent Alexandre de me rejoindre et de venir m'accompagner sur scène. Chacun choisit son côté, la droite, la gauche. Donc Thierry Breton à ma gauche, à ma droite, Laurent Alexandre. On avait imaginé que ce soit une battle, mais je ne sais pas si ça va être le cas. Le thème de cette première édition de la Tribune Lab, qui est un nouveau produit que la Tribune voudrait installer dans le paysage pour marquer, comme vous le voyez avec l'exposition qui est ici, comme vous le voyez avec le fait qu'on a fait un numéro spécial sur les 31 du futur, comme vous le voyez avec le fait qu'on a encore dans notre modèle un peu de papier avec l'hebdomadaire, mais aussi comme vous le voyez avec la Tribune tous les jours sur Internet, c'était de s'intéresser à la prospective, au futur. C'est la ligne éditoriale que nous avons choisie, l'innovation, les technologies, qu'est-ce que ça va changer pour l'homme aujourd'hui et demain. Et donc, cette première édition de la Tribune Lab, c'est un laboratoire d'idées, de réflexion, et j'espère que nous en ferons plein d'autres dans l'avenir. Alors, le thème choisi aujourd'hui, on a intitulé ça « Transition numérique » au pluriel, et industrie du futur, industrie au pluriel aussi, quelle place pour l'homme dans la transition, la révolution digitale. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter Thierry Breton, mais comme peut-être tout le monde ne connaît pas le parcours de Thierry Breton, je vais le rappeler rapidement. Ancien ministre de l'économie et des finances et de l'industrie. On ne disait pas l'industrie numérique à l'époque où vous les étiez, mais ça allait sous le sens. Prenez le micro, Thierry. L'économie immatérielle, absolument. De l'immatériel. De l'immatériel. Il est l'un des rares des ministres des Finances à avoir réussi à inverser, hélas pas longtemps, la courbe de la dette. Il a été à la tête des plus grands groupes de technologie, Bull, Thomson, France Télécom. Il a redressé, on peut dire, à bride abattue. Aujourd'hui, il est le président du groupe Atos. Atos qui est aussi un groupe de technologie en pleine expansion, en plein changement, qui a racheté les activités informatiques de Siemens, donc un groupe franco-allemand, on pourrait dire aujourd'hui, et qui, c'est un peu le retour vers le futur, vient de reprendre également Bull. Je ne sais pas si vous n'aviez pas été chez Atos, je ne sais pas si Atos aurait repris Bull, je ne sais pas s'il y a un lien avec le fait que vous connaissiez bien Bull. Vous pouvez nous en dire peut-être un mot sur cette opération? Maintenant, je regarde France Télécom, puis après ça, elle est bouclée. Voilà, il ne reste plus que France Télécom, très bien. Vous êtes donc également président de l'Association nationale pour la recherche technologique et vous êtes co-chef de file du projet économie des données, du plan pour l'industrie du futur, des projets pour la nouvelle France industrielle. Alors à ma droite, Laurent Alexandre, qui est un actionnaire de la Tribune patient et exigeant, est également chirurgien urologue de formation. Il a fait l'ENA où il a connu Thierry Breton, avec qui il a travaillé, je viens de l'apprendre tout à l'heure, pour un rapport sur le télétravail. Et vous aviez inventé ce terme de télétravail ensemble. Il a été le fondateur du site Doctissimo. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui travaille sur le séquençage de l'ADN, qui s'appelle DNA Vision. Et c'est un spécialiste de la révolution NBIC et de la longévité. Il a écrit notamment plusieurs livres,
notamment un livre qui s'appelle « La mort de la mort », sur lequel il s'interroge sur la possibilité de devenir immortel, qui est l'une des unes qu'on a choisies pour la tribune, vous le verrez. C'est à la fois un acteur et aussi un observateur, je dirais, assez atypique de l'évolution et de la révolution technologique, et je compte sur lui pour bousculer nos idées reçues. Alors je voudrais commencer peut-être avec Thierry Breton. Vous aussi, vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Il y a quelques années, en 1984, Software. En 1984. Oui, c'est ce que je disais. Pardon, Si je me suis trompé, vous me le dites. 84. En 84, Software, et en 87, Netware. Dans Software, vous inventez en gros le terme de virus informatique. Oui. Dans Netware, la guerre des satellites et des réseaux. Donc on peut dire que, en tant que peut-être auteur de science-fiction, mais également en tant que chef d'entreprise, vous essayez d'être un visionnaire. Donc, Pas de science-fiction, pas de science-fiction, c'était de la prospective. De prospective. C'est pas du tout la même chose. Vous avez participé à la création du Futuroscope. J'ai envie de vous demander, Thierry, votre vision du futur. On a l'impression que le futur aujourd'hui, tel qu'on l'imaginait dans le passé, est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est un futur tout technologique. Est-ce que la technologie nous envahit? Non, je crois que la véritable mutation, évidemment, à laquelle nous assistons, mais là je vais surprendre personne, c'est évidemment la submersion des données dans laquelle on va tous être pris de plus en plus, les données numériques, les traces numériques que nous laissons les uns et les autres, l'activité économique qui va être complètement bouleversée par, encore une fois, l'injonction des données dans notre activité quotidienne. Pour prendre une métaphore, j'aime bien cette métaphore, c'est McAfee qui l'a prise, mais je la reprends un peu à mon compte. C'est la métaphore du jeu d'échecs, que tout le monde connaît, hein, donc je vais la rappeler, mais on a tous en terminale, on a tous eu un professeur de maths qui nous a raconté l'histoire du jeu d'échecs, à peu près 500 ans après Jésus-Christ, quelque part en Inde, où un roi s'embêtait, le brahman Sissa invente le jeu d'échecs, et pour le récompenser, vous connaissez l'histoire, hein, le roi va lui dire écoute, dis-moi ce que tu veux. Et il dit moi, je suis quelqu'un de très simple et de très humble. Je veux 1 grain de blé sur la première case, 2 grains de blé sur la deuxième case de l'échiquier, 4 grains sur la troisième, et il double à chaque fois. Alors évidemment, le roi est émerveillé par ce brahman qui a inventé un jeu aussi complexe et qui demande finalement si peu. Bon, évidemment, commencer à rendre au Brahman Sissa ce qui lui a été promis. Bon, ben ça va. 1 case, 2 cases, 3 cases, 10 cases, 5 cases, ça va. Bon, quand il arrive à la moitié du jeu d'échecs, il en est à la production de toute l'Inde en grains de blé. Bon, c'est 2 puissance 2, puissance 2, puissance 2 à chaque fois, évidemment, ça va assez vite. Il en est à la moitié du jeu d'échecs. Et là, on commence à s'inquiéter un peu. Parce que pour aller jusqu'au bout du jeu d'échecs, il faudrait plusieurs planètes. 1000 fois la production de blé de toute la planète en 2012, pour pouvoir mettre le nombre de blé sur la dernière case. Alors si je dis ça, c'est que quand on prend la loi de Moore, qui s'est appliquée évidemment à la miniaturisation, on a tous connu ça depuis ENIAC, hein, pratiquement, depuis le premier ordinateur en 1943 à Los Alamos. Quand on prend la loi de Moore qui s'applique désormais aux données, puisqu'évidemment, tous les 18 mois à peu près, on double la quantité de données qui sont produites aujourd'hui par l'activité humaine, on la double. En 2006, on était exactement à la moitié du jeu d'échecs en nombre de données. Donc voilà, pour reprendre en 2006. Ça veut dire qu'à partir de la deuxième moitié, on prend ce chiffre, puissance 2, on rentre dans un monde totalement inconnu. Et évidemment, c'est ce qui va bouleverser, modifier nos comportements, aussi bien d'un point de vue macroéconomique que microéconomique, mais Laurent Alexandre va en parler bien mieux que moi, puisque ça va évidemment toucher toutes les composantes de l'activité humaine, avec 2 dimensions, hein, j'insiste toujours sur ces 2 dimensions. Il y a d'une part le fait, et on va voir les révolutions que ça implique sur l'évolution de l'Internet des objets, le web-scale computing, on en parlera tout à l'heure, tout ce bouleversement aussi de la façon dont Internet va répondre à ses besoins. Mais surtout, les 2 dimensions, c'est évidemment la capacité de traiter en temps réel
et d'avoir aujourd'hui, avec l'Internet des objets qui va être la grande mutation dans les 5 ans qui viennent, donc des objets qui vont être des objets bien entendu intelligents, avec des machine learning autour qui vont apprendre, qui vont générer leur propre écosystème d'information et d'action. Donc évidemment, c'est de l'action, de la maintenance prédictive, de l'action prédictive, l'analyse de son environnement et l'action en temps réel. On le voit aujourd'hui dans l'usine du futur 4.0, j'en reviendrai dans un instant. Donc c'est évidemment cette capacité à intervenir en temps réel de façon absolument massive avec des algorithmes de plus en plus puissants et qui sont de plus en plus sur les objets et non plus dans le cloud. J'y reviendrai aussi, le cloud est quasiment déjà un peu derrière nous. On parle maintenant d'autres dimensions, j'y reviendrai. Et puis il y a le fait aussi que ces informations, elles sont maintenant générées, elles sont stockées, et donc c'est un formidable moyen pour revenir en arrière, pour avoir des connaissances mondiales, globales, comme jamais on a pu avoir sur l'activité humaine, en les mettant en lien, en les reliant les unes aux autres. Et ça, c'est évidemment cette dimension à la fois, je dirais, de gestion de l'instant de plus en plus précis, de plus en plus infinitésimal, mais aussi de gestion de l'infini temporel. C'est quelque chose qui va bouleverser notre activité, et notamment notre activité industrielle. Alors Laurent, Alexandre, on vient de parler de la loi de Moore. Vous avez écrit une lettre à vos enfants, auquel vous leur dites « Vous allez vivre dans un monde vertigineux ». Je veux lire juste la première ligne de cette lettre. À 55 ans, je suis un vieux con, dites-vous. Vous avez vécu dans un monde qui n'a rien à voir avec celui dans lequel eux vont vivre. Vous êtes un homme du passé, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, la loi de Moore, dont on vient de parler, va nous faire entrer, et nos enfants encore plus, dans un monde, dites-vous, vertigineux, c'est-à-dire ce monde de l'exponentiel qui vient d'être décrit par Thierry Breton. Jusqu'où ce monde pourrait-il nous entraîner ? Et quelles sont finalement les grandes tendances que vous voyez dans les changements, et notamment l'agenda des changements que pourraient connaître vos enfants comme nos enfants? Si on regarde ce qui s'est passé depuis quelques décennies, on voit qu'on a des lois exponentielles, et la loi de Moore qui ralentit un petit peu maintenant en est une très connue, mais on a d'autres. Le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. Le coût des enzymes qui permettent de modifier notre ADN a été divisé par 10 000 en 7 ans. Donc nous avons un ensemble de lois explosives, de lois exponentielles. Et en même temps, à côté de cette prédictibilité technologique, on a une très très grande difficulté à prévoir le futur. On n'a pas prédit les smartphones, on n'a pas prédit les réseaux sociaux, personne n'avait imaginé qu'on surferait sur Internet, sur le téléphone mobile. Donc nous avons à la fois des tendances technologiques très fortes et une très grande difficulté à imaginer ce que le tsunami technologique, qui n'est plus seulement numérique, mais qui touche aussi les nanobiotechnologies et les sciences du cerveau, la robotique, l'intelligence artificielle maintenant, va nous mener. Quand on a des technologies exponentielles, il est très difficile de prévoir ce que va donner la vague. Ce que va donner la vague technologique et puis ce que va donner la rencontre de la vague technologique avec le monde réel. Que donne la loi de Moore quand elle rentre dans l'éducation? Quand elle se heurte au mammouth? Que donne la loi de Moore quand elle se heurte au corporatisme hospitalier? Qu'est-ce qui se passe quand, pour reprendre l'expression de Bill Gates, en 2035, il n'y aura plus d'infirmières, elles auront été remplacées par des automates? Que se passe-t-il quand cette prophétie technologique rentre sur la fonction publique hospitalière française, dont les statuts n'ont pas évolué sur le fond depuis 1945. Donc une vague technologique, une très grande difficulté à prédire comment les différentes parties de cette vague technologique vont se cross-fertiliser, et puis ce que ça va donner quand ça va rentrer dans le monde réel. Avec des gens qui, eux, ne croissent pas à la vitesse de la loi de Moore, avec des élites politiques profondément technophobes, dans un pays comme la France, et vous savez que la France est un cas très particulier puisqu'elle avait des élites technologiques jusqu'au début des années 80, des Giscard d'Estaing, polytechniciens, plein d'ingénieurs dans les cabinets, et on est passé d'élites très techniciennes, d'ingénieurs, comme ce qu'il y a aujourd'hui en Chine, à des élites plutôt technophobes, faites d'apparatchiks,
de gens qui étaient attachés parlementaires et puis qui sont devenus, en montant dans le parti, députés, puis ministres. Il n'y a pas un seul ingénieur, il n'y a pas un seul type qui a travaillé dans un gouvernement actuel, qu'il soit de droite ou de gauche, vous le savez bien. Donc nous avons une vague technologique extraordinaire avec des élites politiques qui sont moins techniciennes qu'étaient les élites de la Troisième République. Donc ça crée un vrai choc qui n'est pas qu'un choc politique. À côté de ça, on a des gens qui pensent à très long terme. Les Chinois, la dictature éclairée chinoise, elle pense à 50 ans. Et puis les grands plateformistes, les acteurs du numérique, les Google, Apple, Facebook, Amazon, eux, ils pensent assez souvent à 1000 ans. Quand Google parle d'intelligence artificielle, quand Google parle de mortalité, etc., on est sur une réflexion à très long terme. Donc on a des élites politiques européennes, à quelques exceptions près, qui pensent à 15 jours et qui suscitent par moments, on l'a vu dimanche dernier, des réactions poujadistes extrêmement fortes. Et à côté de ça, on a en Chine et au sein des plateformistes du numérique des gens qui raisonnent à 1000 ans, en tout cas qui raisonnent à très long terme. Cette opposition entre le court-termiste extrême de nos élites politiques et puis des acteurs qui raisonnent technologiquement jusqu'au XXIe siècle et au-delà est tout à fait mortifère. Et d'ailleurs, si nous ne changeons pas d'élite politique, le déclin de pays comme la France est inévitable dans un monde ultra-technologique. Donc oui, nous allons rentrer dans un monde vertigineux qu'il est très difficile de modéliser. Qu'allons-nous faire des technologies de bébé à la carte, puisque nous allons pouvoir sélectionner les embryons, modifier l'ADN des enfants dans les années qui viennent? Qu'allons-nous faire des thérapies géniques? Jusqu'où allons-nous aller dans les possibilités de l'intelligence artificielle cross-fertilisée avec la robotique 2.0? Jusqu'où allons-nous aller dans nos possibilités technologiques? Comment allons-nous habituer la société civile à traiter tout ça? Ce sont d'immenses questions qui ne sont pas que des questions technologiques, qui sont aussi des questions politiques, voire philosophiques. Quand vous voyez le courant de pensée dans la Silicon Valley qui aujourd'hui dit face au développement de l'intelligence artificielle, il est nécessaire d'augmenter les capacités du cerveau, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle en anglais du neuroenhancement, on voit que les questions éthiques et politiques vont être au moins aussi importantes que les questions macroéconomiques et les questions technologiques. On vous présente parfois, Laurent, comme un promoteur du transhumanisme, cette idée qui est finalement au cœur de ce que vous venez de décrire, notamment de Google et un certain nombre de penseurs. Moi, j'ai l'impression plutôt, à vous entendre, on se connaît un petit peu maintenant, vous êtes plutôt quelqu'un qui cherchait à avertir la société civile en particulier, qu'il faut se préparer, que ne pas se préparer à ce tsunami nous ferait courir de graves dangers. Oui, tous les spécialistes, tous les historiens du Troisième Reich ne sont pas nécessairement néo-nazis, tous les experts du transhumanisme ne sont pas nécessairement transhumanistes. Moi, ma position n'est pas du tout de défendre les thèses transhumanistes, elle est simplement de dire qu'il est urgent qu'il y ait une prise de conscience du tsunami technologique. Nous ne pouvons pas arrêter le tsunami technologique, mais on peut l'orienter, le réguler, l'organiser et permettre à la société de ne pas être prise par surprise. On voit bien qu'on a très très mal préparé en Europe la première vague du tsunami qui était le numérique. On s'est fait microéconomiquement complètement baiser. Il n'y a pas un acteur européen qui a pris de la valeur. Nos entreprises ne valent rien par rapport à ce que valent les entreprises du numérique. Sans être trivial, hein, je vous rappelle que WhatsApp, 55 salariés, 4 ans et demi d'existence, s'est vendu en prix final 22 milliards à Facebook. Les 130 000 valeureux travailleurs de Peugeot qui font les 3-8 dans les brouillards de l'Est, en 130 ans, ont créé 12 milliards de valeur. 55 gamins avec 160 de QI ont créé plus de valeur économique en 4 ans et demi que 130 000 mecs qui bossent ingénieurs, contremaîtres et ouvriers depuis plus d'un siècle. Cette captation de valeur, elle a été terrible. Et elle se ressent dans le fait que la croissance est anémique dans les pays d'Europe de l'Ouest. C'est l'une des causes. Donc, nous n'avons pas créé de valeur dans ces technologies-là.
Comme vous le savez, il n'y a quasiment aucune entreprise de taille respectable en Europe qui s'est implantée sur les technologies NBIC. Alors, il y a quelques exemples. Il y a Atos, bien sûr, qui maintenant se lance même dans les ordinateurs de puissance hexaflopique, qui est la prochaine vague d'ordinateurs, avec le rachat de Bull qu'a réalisé Thierry Breton. On a SAP, mais tout ceci, ce sont des arbres qui cachent le désert. Donc, nous ne nous sommes pas préparés économiquement. Nous sommes à la merci, et les gouvernements européens commencent à le comprendre, des plateformistes américains. La guerre des plateformes, nous l'avons perdue. Qui se souvient qu'il y a 15 ans, l'Europe maîtrisait 75% de la valeur mondiale en télécom, que Sagem était le premier producteur de téléphone en France. C'était la marque la plus utilisée de téléphone en France en 2003. Tout cela a été balayé. Microsoft a racheté Nokia pour 3 cacahuètes. Alcatel a fusionné avec ce qu'il reste de Nokia. Il n'y a plus rien en Europe, à part les entreprises que j'ai citées tout à l'heure. Donc, économiquement, on s'est fait complètement avoir. En termes de souveraineté et de décision, nous allons perdre le pouvoir. Le pouvoir, quand il y a une révolution schumpeterienne technologique comme celle que l'on connaît, elle est à ceux qui maîtrisent les technologies. Si la France, l'Angleterre et l'Allemagne étaient toutes puissantes en 1900, c'est que l'aéronautique, l'automobile, la chimie, l'électricité, le téléphone et le cinéma étaient nés dans nos 3 pays entre 1880 et 1910. On ne va pas nous demander notre avis sur l'utilisation des technologies génétiques dans les années qui viennent si elles sont toutes made in California et made in China. Nous n'avons pas demandé l'avis du Zimbabwe en 1890 quand nous avons lancé notre industrie automobile et notre industrie de la téléphonie en Europe de l'Ouest. Donc il n'y aura pas de souveraineté si nous ne maîtrisons pas un tout petit peu ces technologies-là. Et la prise de conscience du fait qu'il fallait réguler, organiser et participer à la révolution des nanobiotechnologies, de l'informatique et de la cognitique, parmi les élites politiques et la société civile, est extrêmement récente. Nos élites ne s'intéressent pas à la technologie, elles ne voient pas la technologie, c'est normal pour des apparatchiks de parti qui, et ce n'est pas trivial de le dire, c'est une réalité factuelle, ne s'intéressent qu'aux combinaisons d'appareils et pas du tout à la France de 2050. Donc il y a une prise de conscience à avoir. Aujourd'hui, nous sommes les perdants de la révolution technologique, nous pourrions faire partie des gagnants, il faudrait un sursaut rapide. Il faudrait arrêter les conneries si nous voulons stopper, voire inverser notre marginalisation technologique à la veille des nouvelles phases technologiques qui vont déferler sur nous et qui maintenant ne concernent plus uniquement le numérique, mais concernent aussi les sciences du vivant, avec des conséquences immenses qui sont notre possibilité de modifier l'espèce par des technologies qui vont coûter très peu cher et qui vont être sur étagère avant 2025. On va y revenir. Alors je me tourne vers Thierry Breton, on a ouvert pas mal de pistes. Un des sujets, pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent Alexandre, des élites politiques et de leur intérêt pour les technologies. Si on prend l'Allemagne, Mme Merkel, parfois décriée, mais Mme Merkel, c'est une scientifique. Elle fait des études scientifiques. Elle dirige l'Allemagne depuis une longue période de stabilité. Et quand on regarde la stratégie industrielle allemande, on appelle ça l'industrie 4.0, c'est une stratégie déterminée de robotisation, d'Internet industriel qui va conduire probablement l'Allemagne à connaître une très profonde révolution. Alors en France, et j'aurais voulu avoir un peu votre sentiment, il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça, c'est-à-dire l'utilisation de la puissance de l'Internet dans l'industrie. Il y a ces fameux projets de la nouvelle France industrielle, mais est-ce qu'on est vraiment à la hauteur? Est-ce que, à la fois, ceux qui pilotent, et qui ne sont pas que les politiques d'ailleurs, puisque les entreprises sont impliquées dans ce projet, vous en faites partie, est-ce que la façon dont il s'y prend est à la hauteur du défi tel que vient de le décrire Laurent Alexandre? Et qu'est-ce qu'on peut préjuger, anticiper sur la révolution Internet dans l'industrie dans les années qui viennent? Bon, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Laurent, certaines sur lesquelles je ne suis pas d'accord, du reste. Je me garderais bien de porter un jugement sur l'impact des nanotechnologies, des biotechnologies en matière médicale. Là, il est bien plus expert que moi, mais je pressens évidemment
une révolution absolument gigantesque dans ces domaines, et une révolution éthique qui va bouleverser... On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Sur le reste, vous venez de parler de l'Allemagne, Madame Merkel, l'industrie 4.0. Je vais vous dire quelque chose, alors je le dis avec beaucoup d'humilité, hein, vous le prenez vraiment comme ça. Vous savez qui est derrière l'industrie 4.0 en Allemagne? C'est nous et c'est moi. C'est Atos. Parce que Atos est le premier groupe européen, désormais, ce n'était pas le cas il y a 8 ans lorsque je l'ai repris. Mais dès que j'ai repris Atos, mon premier voyage immédiatement le lendemain, ça a été en Allemagne, pour créer précisément un acteur, parce que Laurent, moi je ne raisonne plus du tout au niveau des pays, je raisonne au niveau des continents. Mon pays à moi, c'est l'Europe. Mon premier voyage, dès que j'ai été nommé à la tête d'Atos, en me disant, tiens, on a besoin effectivement en Europe d'un très grand prestataire de technologie qui maîtrise l'ensemble des technologies, de plus en plus de bout en bout, pour accompagner les grands groupes européens. Parce que oui, en matière de données, de gestion de données, de protection de données, on va parler aussi un tout petit peu de souveraineté au niveau d'un continent tout entier. Et donc je suis allé voir, je vous le dis comme ça, le président de Deutsche Telekom que je connaissais bien pour essayer de voir si je pouvais faire quelque chose avec les systèmes, ça n'a pas été possible. Je suis allé voir le président de Siemens. On a fait la plus grosse fusion depuis Airbus. Nous avons récupéré 33 000 ingénieurs. Atos est désormais un groupe. On a changé nos statuts pour devenir un groupe européen, une SE. Vous vous souvenez que lorsque j'étais ministre, j'avais porté la directive européenne pour la transposer, pour pouvoir permettre aux sociétés qui le souhaitaient d'opter pour la nationalité, entre guillemets, d'entreprise européenne, donc Società Europeas. Et oui, aujourd'hui, le premier groupe technologique européen, il s'appelle Atos. Ce n'était pas le cas il y a 8 ans. La première, Laurent, la première évolution capitalistique, quand on compare tous les acteurs technologiques, je prends le cours de bourse en 2008, je prends le cours de bourse aujourd'hui, première création de valeur de tous les groupes mondiaux, je mets dedans IBM, je mets dedans Accenture, je mets dedans Capgemini, Atos de très loin. J'en tire aucune gloire. Je dis, il n'y a pas de fatalité. Devant même les Indiens. Je ne parle pas des GAFA, parce qu'on va parler les GAFA, c'est un tout autre sujet, c'est un écosystème, c'est du dollar californien, c'est autre chose. On va parler du dollar californien et de la reconversion du dollar californien en dollar réel, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et donc, lorsque Mme Merkel va se dire qu'il faut commencer effectivement à préparer, parce que l'Allemagne a un tissu industriel extrêmement dense, il faut commencer à préparer le tissu industriel allemand au numérique, elle prend le premier acteur numérique, c'est-à-dire Atos et mes ingénieurs. C'est nous qui avons rédigé en grande partie le programme d'industrie 4.0 en Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé voir... Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être expliquer ce que c'est. L'industrie 4.0, c'est effectivement automatiser de plus en plus l'industrie. On a eu la phase de robotisation, et désormais, c'est de virtualiser chaque unité, chaque atelier, de façon à ce qu'on puisse y développer la maintenance prédictive, le manufacturing automatisé, les imprimantes 3D pour faire la livraison automatique, la conception automatique des pièces de rechange automatiquement dès qu'on voit qu'elles se sont usées. C'est toutes ces composantes qui font qu'aujourd'hui, le premier groupe mondial en matière d'industrie 4.0, c'est Siemens et c'est Atos qui fournit toute la digitalisation. Et c'est vrai qu'après l'avoir fait pour l'Allemagne, j'ai dans mon portable ici tous les SMS que j'ai envoyés à Emmanuel Macron. Je lui ai dit, Emmanuel, il faut très vite que la France fasse la même chose. Et du coup, on a fait la grande convention numérique franco-allemande il y a un mois. Et qu'est-ce qu'on a présenté précisément pour montrer cette coopération? C'est Atos qui a montré tous ses produits, etc. Si je dis ça, c'est qu'effectivement, je considère vraiment qu'il n'y a pas de fatalité. C'est comme tout, hein, Laurent. Hein. On est en train de vivre une mutation absolument sans précédent. Laurent l'a très bien décrite. Il a employé à juste titre le terme de tsunami. J'emploie ce terme de tsunami sur le tsunami des données, parce que pour moi, à mon niveau, moi je suis un homme de la donnée. Et donc mon métier, c'est de traiter des données, de les processer, de créer de la valeur ajoutée, de les stocker. Et au fond, dans ces grandes mutations, on voit apparaître des hommes, des consciences. C'est à ces hommes-là de prendre leurs responsabilités. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai estimé qui était ce que je voulais faire lorsque j'ai quitté le gouvernement. Ben oui, je suis ingénieur, hein, il y en a quand même qui font de la politique. J'ai été ministre, ministre de l'Industrie, ministre des Finances. On a baissé la dette, vous l'avez rappelé, on est revenu en excédent primaire. Donc on peut avoir aussi des scientifiques qui, à un moment, prennent leurs responsabilités.
pensez qu'il trop faudrait qu'il y ait facile. des scientifiques C'est pour trop pouvoir- facile. Non, mais je vais vous dire une Il n'y chose. en a pas en France. C'est Citez-moi trop un facile. scientifique aujourd'hui C'est qui trop- dirige en France. C'est trop facile de dire ils sont tous nuls. C'est plus que des assistants parlementaires, c'est vrai. Et moi, je regarde les trains passer. Moi, je me suis dit ça, vous voyez, Laurent, il y a 10 ans. J'étais président de France Télécom, confortablement installé. J'avais tout mon paquet de stock options. Et puis, Chirac est venu me chercher. J'ai essayé de résister, je n'ai pas résisté très longtemps. J'ai pris mes responsabilités, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné mes salaires, j'ai abandonné mes stock options, j'ai tout abandonné. Je me suis dit derrière, il faudra recommencer à zéro. Alors moi, je trouve que c'est un peu facile de dire ils sont tous nuls, et puis on regarde. Eh bien, j'avais envie de vous dire, mais Laurent, 55 ans, mais allez-y, bienvenue au club, prenez vos responsabilités. Puisque vous l'interpellez, il va Non, répondre. non, Thierry, vous avez noté que je vous ai mis à part. Mais oui, mais Et, bon. et que vous avez été le pas une seul raison. ministre important des 20 dernières années à être ingénieur, donc vous n'étiez pas dans le lot. Il est clair qu'Atos a une position et a beaucoup cru ces dernières années. Et je vous ai cité comme exemple. Non, mais c'est vrai, mais c'est je veux dire, Globalement, c'était pas écrit. en C'était pas écrit. termes de création de valeur, et vous le savez bien, vous avez exclu tout à l'heure les plateformistes, l'Europe a loupé le coche des plateformistes. Il y a d'autres types de plateformes dans l'univers des nanobio qui vont apparaître. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, compte tenu de la fragmentation politique et économique du tissu en Europe, il n'y a pas de prise de conscience globale. Nous allons avoir dans les nanobio et en robotique des mécanismes de même nature que ce qui s'est passé sur les plateformistes du numérique, parce qu'il y a des monopoles naturels qui se créent de par la technologie. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire ils sont tous nuls. Il s'agit de dire que l'Europe doit Non, mais c'est pas complètement faux, hein. reconfigurer son action politique parce que des marchés très fragmentés comme peuvent l'être le marché européen ne permettent pas de fabriquer des grands plateformistes. C'est pas évident de faire un Google, un Apple, un Facebook, un Amazon quand on a 15 zones linguistiques pour la même population que la population d'Amérique du Nord. Donc il y a des efforts particuliers à déployer si on ne veut pas louper le coche des prochaines technos. Et sur les prochaines technos, on est parti aujourd'hui pour louper le coche aussi bien que sur les plateformistes. Parce qu'en nano, on n'a rien. En génétique, on n'a vraiment pas grand-chose. Et là encore, Atos est une exception, c'est avec SAP un groupe magnifique de technologie. Mais en France, on s'esbaudit quand on voit un Blablacar, qui est une jolie réussite, atteindre 1,4 milliard de market cap. Il ne faut pas oublier que les GAFA sont entre 200 et 800 milliards. Nous manquons en Europe de groupes de plateformistes en centaines de milliards de market cap et nous n'avons même pas d'acteurs secondaires, à part peut-être Spotify, du niveau des Netflix, des Tesla, des Uber, etc. C'est-à-dire des groupes qui valent entre 20 et 100 milliards. Et si nous n'arrivons pas à créer des plateformistes de second rang, c'est vrai qu'en termes de création de valeur, nous allons avoir une fuite de valeur importante et puis une fuite aussi de cerveau. On voit bien qu'il y a une pression très très forte aujourd'hui de la Silicon Valley pour prendre les meilleurs mathématiciens, les meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle. On a vu comment Yann LeCun est parti, même si une partie de ses équipes sont à Paris, est parti chez Facebook. Il est clair que l'Europe n'a pas de stratégie coordonnée, n'a pas créé un écosystème favorable au développement des grands plateformistes. Notre marginalisation sur l'ensemble des technologies NBIC, elle est aujourd'hui assez forte. Elle pourrait s'accélérer s'il n'y a pas plus de gens comme Thierry Breton qui relèvent le défi. Elle pourrait s'accélérer s'il n'y a pas au niveau européen et au niveau des principaux pays européens une prise de conscience rapide. Laurent, je voulais rebondir là-dessus, parce que Laurent est un exemple d'entrepreneur exceptionnel et qui a réussi dans un écosystème qui n'est pas favorable aux entrepreneurs, et en particulier à ce monde. Doctissimo, tout le monde connaît Doctissimo, hein. Ça a été un formidable succès. Il a réussi à faire des levées de fonds. Il aurait fait Doctissimo en Californie. Aujourd'hui, il ferait partie de ces billionnaires. Voilà, parce que l'écosystème crée ça. Il a fait ça avec notre écosystème faiblard pour ce type d'activité. Et c'est un cas assez unique. Et c'est tout le sujet. Le sujet, j'allais dire, c'est pas tant la formation de nos jeunes, le milieu académique, l'appétit, l'envie d'entreprendre. Le problème, c'est évidemment l'écosystème, et notamment l'écosystème économique, qui est aujourd'hui en Californie entièrement tourné, ce que je disais, à ce dollar californien, à ce dollar Silicon Valley. Au fond, c'est du papier les montants sont tellement astronomiques qu'ils ne veulent plus rien dire. Alors tant que c'est entre eux qu'on achète une boîte de 50 personnes
pour 20 milliards qui se vend à une boîte de 1000 personnes qui en vaut 80, très bien, le système il tourne entre lui. Mais à partir du moment où, comme la matière se transforme en antimatière ou vice-versa, ça devient du real money, alors là, on change évidemment complètement de paradigme parce que ça met des sommes absolument considérables pour précisément commencer à construire les plateformes dont Laurent parlait tout à l'heure, c'est-à-dire avoir les moyens d'un temps long. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Qu'est-ce que c'est que la dette, si ce n'est que du temps? Et au fond, la Californie a réussi quelque chose d'invraisemblable, c'est de transformer du dollar pur et dur en machine à acheter du temps et du temps long. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que nous, on n'arrive pas à faire en Europe, en France, évidemment, où là, on a quand même les champions du monde des erreurs économiques pour tuer l'esprit d'entreprise. La plus incroyable ayant été de vouloir taxer le capital comme le travail, qui est une erreur économique qu'un étudiant de BTS d'économie de première année ne ferait pas, mais enfin nous on l'a fait parce qu'on est là, on est vraiment champion du monde pour rentrer dans les portes interdites en matière d'économie. Et le sujet, il est évidemment, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de se raccrocher à ce que nous construisons qu'un mais qui pour moi est quand même un miracle qu'il faut continuer à poursuivre, c'est la construction européenne, parce qu'évidemment, si on ne raisonne qu'au niveau français, on sait qu'on n'y arrivera pas, d'où mon combat, mon engagement, y compris, et je voudrais y revenir là-dessus parce que c'est un exemple assez fort, y compris sur les données, et je me bats aujourd'hui avec une énergie énorme pour essayer d'harmoniser nos régulations européennes en matière de protection et de stockage de données. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un Schengen des données, comme certains l'évoquent? Non, mais j'entends qu'on crie dans la salle. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Je suis vraiment quelqu'un qui, depuis des dizaines d'années, travaille dans les technologies. Il n'y a pas plus ouvert que moi. Et je pense que vous avez raison. Et que ceux qui rigolent sur les Schengen de données n'ont rien compris au monde tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le cloud. Le cloud, c'était il y a 5 ans. C'est-à-dire les données étaient encore assez légères, suffisamment légères pour que précisément on puisse les dissocier des lieux de production, les mettre dans un nuage, donc c'est-à-dire dans des serveurs qui étaient des serveurs virtuels. On ne sait plus où sont ces données. On optimise finalement ces serveurs, ces data centers. Et au fond, on va permettre aux utilisateurs d'avoir la capacité de stocker les données et de les processer à pas cher. Les données sont aspirées vers ces fermes de serveurs. Elles sont à ce moment-là traitées, optimisées donc en fonction de l'espace disponible et des processeurs disponibles. Et ça fonctionnait assez bien quand les données étaient assez légères. Vous savez tous aujourd'hui que le premier utilisateur d'Internet aux États-Unis, vous savez qui c'est? C'est Netflix, hein. Il prend plus de 50% des bandes passantes d'Internet, c'est Netflix. C'est-à-dire pour faire de la diffusion de télévision ou de films. C'est-à-dire qu'on est très loin de l'origine d'Internet. Donc ça, on va revenir en arrière. Mais aujourd'hui, et notamment avec l'industrie 4.0, avec la médecine, on génère de plus en plus de données. Je le disais, on double tous les 18 mois. Et donc ces données, on crée de la valeur, non plus en les aspirant et en mettant les algorithmes dans ces data centers cloudisés, mais au contraire, les données deviennent tellement lourdes qu'on en est maintenant au fog computing. C'est-à-dire, c'est plus le cloud computing, c'est le fog computing. Le fog, c'est-à-dire qu'on a tellement de... On est dans le brouillard, c'est ça? Ça devient tellement lourd que ça reste collé là où ça a été produit. Ça ne va plus s'envoler dans le ciel. Il y a trop de données, elles sont trop lourdes. On ne peut plus avoir les moyens techniques ou financiers pour aller les aspirer. Et donc, au fond, on garde les données qui sont utiles à mon écosystème et à mon action localement, là où quand elles sont traitées en proximité du lieu de production pour créer de la valeur. Et on va non plus les amener vers les algorithmes, mais ce sont les algorithmes, évidemment, qui sont amenés vers ces données, tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez tous, dans un smartphone comme celui-ci, il y a plus de puissance qu'un Cray au début des années 80. Donc on a, évidemment, grâce à la capacité de traitement qui est de plus en plus délocalisée, donc on voit que là encore, et c'est le grand retour du hardware et du hardware localisé, d'où pour moi la nécessité d'acquérir des HPC, des supercomputers. Il y a 3 fabricants de supercomputers dans le monde. Il y a Cray aux États-Unis, il y a Atos maintenant en Europe, et il y a Fujitsu au Japon. Huawei est en train d'y s'y mettre. On va voir les premiers hexaflopiques arriver en 2025, mais pas avant. Et donc c'est des éléments extrêmement importants qui sont localisés, relocalisés, là où se trouve la donnée. On est dans le fog computing.
Mais le fog computing, c'est aujourd'hui. On n'est plus dans le cloud. D'où pour moi le combat. Oui, vous avez employé tout à l'heure un mot important. Dans Schengen des données, je retiens quoi? Je ne retiens pas la barrière, évidemment. Je ne retiens pas la frontière. On n'est pas dans un monde de frontières. Je retiens au contraire, c'est ça ce qui m'intéresse, la démarche de l'opt-in. C'est-à-dire la démarche où finalement un pays ou deux pays vont adopter une régulation commune, simple, il faut être simple. Et puis derrière, l'élargir progressivement à tous ceux qui voudront l'élargir. C'est ça la logique qui m'intéresse. Avec derrière un concept qui est un concept qui doit être simple et que nous défendons, le président de SAP et moi-même. C'est de dire que les données, et notamment je parle des données industrielles, je ne rentre pas dans un débat de bioéthique, qui est un débat extrêmement important, et où là encore, comme le disait tout à l'heure Laurent, ça se passe aujourd'hui, mais il faut aussi gérer du temps long, et ce n'est pas simple. Rien que pour les données industrielles, qui sont des données de plus en plus stratégiques, je le vois. Nous avons fait la plateforme, je le disais tout à l'heure, avec 166 usines chez Siemens, qu'on a entièrement digitalisée. C'est la plus grosse plateforme industrielle au monde de données. C'est hyper stratégique. C'est hyper stratégique. Et où sont stockées ces données? Certainement plus dans le cloud. Elles sont localisées avec une régulation qui est une régulation claire. Et croyez-moi, ils ne veulent pas de Patriot Act sur leurs données, la donnée de leurs usines. Donc il faut évidemment une régulation qui soit une régulation intracommunautaire, intra-européenne, parce qu'évidemment, tout ça se fait au niveau européen, et avec un concept simple, les données générées par les industriels européens doivent être traitées, stockées, processées en Europe. Alors on peut ensuite, évidemment, quand on a des usines dans le monde, moi j'ai des usines partout, Siemens a des usines partout, on a une plateforme aussi aux États-Unis pour traiter les données, on a une plateforme en Asie, mais on sait que la régulation qui s'applique sur ces données, y compris en matière de propriété, y compris en matière de législation, y compris en matière de surveillance, est une régulation que je connais et dont je maîtrise les éléments de bout en bout. Et bien, rien que pour ça, Philippe, qui est un élément simple, on commence, ça fait 5 ans que je suis là-dessus, c'est une énergie de tous les jours, parce qu'évidemment, vous avez toujours des gens qui vont vous dire, alors je peux vous dire qu'en Chine, c'est comme ça que ça se passe, hein, aux États-Unis aussi, mais non, en Europe, on est ouvert à tout. On est naïf. Mais non, je crois que je vais revenir à ce que disait Laurent. On est totalement acculturé sur ces questions. Et on a l'impression qu'on a baissé les bras, on a l'impression qu'on s'est complètement, on s'est donné à ceux qui, parce qu'ils maîtrisaient la technologie, maîtrisent aussi les usages et la régulation. Ça a été un peu la même chose dans la régulation financière, me semble-t-il. Mais bien entendu, on est exactement dans le même registre. On est aujourd'hui en Europe le premier continent en termes de création de valeur, le premier continent en termes de capitaux, et l'un des tout premiers continents, et le premier continent en termes de formation. Bon, ben voilà, c'est pour ça que je pense sincèrement que quelques acteurs comme nous, Laurent, c'est vraiment au niveau européen qu'il faut mener notre combat. Et puis c'est en le menant, comme un peu je l'ai fait sur l'industrie 4.0, c'est en le menant à la périphérie de l'Europe ou dans d'autres pays européens qu'on pourra revenir sur la France, parce que je suis d'accord avec vous, c'est un peu dur de tirer aujourd'hui nos élites françaises. Alors je vais me tourner vers Laurent sur cette idée de l'exponentiel. Hier, je voyais un papier disant que Google travaille sur un ordinateur quantique capable d'être, alors je ne sais plus combien de millions de fois plus puissant que les ordinateurs actuels, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il serait capable de faire en 1 seconde ce qui prendrait 10 000 ans aux ordinateurs actuels. On imagine la différence de calcul. Alors l'ordinateur voilà, dans quel monde, vous dites vertigineux, dans quel monde on va rentrer avec l'ordinateur quantique, c'est pas pour demain matin. C'est pour 2030, si on est optimiste et que tout se passe bien, c'est le coup d'après. Mais effectivement, Google a fait un communiqué hier parlant d'une multiplication par 100 millions de l'efficience des algorithmes en utilisant un modèle particulier d'ordinateur quantique. Le monde réel, avant 2030, c'est une croissance très forte de la puissance informatique. Bien sûr, on sait bien. Les ordinateurs faisant 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde vont arriver à la fin de la décennie et Bull a lancé un programme Sequana Exascale justement pour participer à la course aux premiers ordinateurs faisant 1 milliard, 2 milliards d'opérations à virgule flottante par seconde. On va avoir une volumétrie de data qui va être invraisemblable, hein. Vous savez que la Google Car, elle génère presque 1 milliard d'informations par seconde avec ses capteurs. Presque 1 milliard d'informations, 1 gigaoctet par seconde, qui doivent être traitées en temps réel, bien sûr, pour éviter d'écraser les chiens et les grands-mères qui traversent la rue. Donc nous allons être dans un univers de volumétrie de data absolument extraordinaire. Hein. Le séquençage ADN d'une tumeur, hein, c'est 20 téraoctets, 20 000 milliards d'informations. Donc ce monde
d'explosion de la volumétrie. Il conduit à des plateformistes, il conduit à différents types d'informatique qui vont se concurrencer avec effectivement des plateformes en cloud, des plateformes en brouillard, différents types de plateformes, avec toutes les implications politiques dont a parlé Thierry. Le problème important, c'est que cet univers du big data, il a une caractéristique. Aucun cerveau humain ne peut traiter des milliards d'informations à la seconde. Aucun cancérologue au monde ne peut traiter les 20 téraoctets du séquençage ADN d'une tumeur, pas même Dr House. L'univers du big data, c'est un univers où le cerveau biologique est insuffisant pour traiter la data en temps réel. Et donc c'est l'ère où une vraie concurrence, les optimistes vont dire complémentarité, va exister entre la machine et l'homme. Il y a aujourd'hui un débat entre économistes très important pour savoir si cette vague technologique va conduire à un chômage de masse ou si, comme depuis 200 ans, c'est juste une transformation avec une destruction suivie d'une création massive d'emplois dans des secteurs que l'on n'imagine pas. On ne va pas trancher cette question aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il est probable qu'il va y avoir une modification radicale du marché du travail. Larry Page, le patron de Google, disait que 9 emplois sur 10 étaient menacés. Vous avez vu différents cabinets de consultants en Europe parler de 5 emplois sur 10, au UK, en Allemagne. Donc le marché du travail va être très impacté. Et si nous n'avons pas un marché du travail flexible, si nous n'avons pas des formations très flexibles, nous allons effectivement ne pas bénéficier de la création d'emplois dans les nouvelles branches que nous ne connaissons pas encore, mais nous allons de plein fouet toucher la destruction d'emplois. Donc il y a une urgence à avoir une flexibilité économique, sociale, éducative, de manière à profiter de cette révolution technologique et de ne pas en être les victimes. Les bouleversements, ils sont inimaginables. Ça fait sourire les gens, mais quand vous avez une self-driving car comme la Google Car, vous êtes à moins de 20 ans d'intégralement automatiser et robotiser l'acte chirurgical. Dans moins de 20 ans, un automate chirurgical sans chirurgien derrière la console opérera mieux qu'un chirurgien. Comme la Google Car conduit mieux qu'un conducteur normal, aujourd'hui à basse vitesse, et demain à vitesse plus élevée. Sur le système éducatif, c'est un bouleversement. Quand je vois comment on forme les jeunes chirurgiens aujourd'hui, je suis affolé. Quand je vois les études de médecine aujourd'hui, je suis affolé. Nous n'avons pas pris la mesure de ces bouleversements. Vous savez que le stock de capital humain, on le change assez lentement. On ne va pas changer en 5 minutes le stock de travailleurs et on continue en flux à former des travailleurs dans des centres pour les jeunes apprentis. On les fait encore bosser sur des machines qui ne sont pas des machines à commande numérique. On ne les forme pas du tout au métier de demain. Donc nous risquons de rentrer dans le mur. Pour reprendre une expression de Lacan, le réel, c'est quand on se cogne dedans. Nous risquons de nous cogner dans la réalité technologique dans les années et les décennies qui viennent sans nous y être préparés. Parce qu'effectivement, cette volumétrie de data et ce monde des algorithmes posent des challenges très importants en termes de souveraineté et de transfert de valeur économique vers les plateformistes. Ils posent aussi d'immenses problèmes pour la réorganisation de notre tissu économique et pour la refondation de la formation professionnelle, la réorientation professionnelle des gens. Tout à l'heure, on parlait d'industrie. Le problème qu'on a avec les plateformistes, si on prend l'automobile, si la self-driving car s'impose, ce qui n'est pas aujourd'hui encore une certitude, il va falloir beaucoup d'argent. Est-ce que Peugeot est capable de mettre 50 milliards de dollars pour participer à cette course avec sa capitalisation boursière minable? Et la réponse est non. Est-ce que Apple peut mettre 50 milliards de dollars sur la self-driving car s'il décide d'y aller, ce qui n'est pas encore certain? La réponse est oui. Nous risquons d'être dépassés par les plateformistes qui, grâce à la position oligopolistique qu'ils ont obtenue depuis 15 ans, ont aujourd'hui des ressources financières qui leur permettent de rentrer verticalement dans des métiers où ils peuvent rapidement être leaders en utilisant
toutes les technologies et toutes les ressources qu'ils ont. Il y a l'automobile, mais il y a aussi plein d'autres branches Juste où il pourrait y avoir quelques petits problèmes. Juste un mot pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, Laurent. C'est la raison pour laquelle la une que vous verrez sur Renault, on les a imaginés devenant assembleurs d'Apple, c'est-à-dire assembleurs des logiciels. Ils n'auraient pas cette capacité. Donc, quelque part, dans notre vision du futur, on a anticipé ce danger-là. Mais j'ai envie de me tourner là vers Thierry Breton et plus vers l'homme politique que vous êtes, parce que là, on atteint un sujet politique. Le réel, on est en train de se cogner dedans, dit Laurent Alexandre, on y est déjà. En tout cas, en France, et puis dans le monde, on voit bien, il y a un risque, un problème d'ajustement du marché du travail. Peut-être en France plus aggravé par le manque de flexibilité, mais dans le monde entier, commence à monter cette interrogation sur est-ce qu'on va pouvoir garder les emplois, est-ce que les emplois vont disparaître du fait de l'automatisation. Il y a eu un fameux rapport qui est sorti qui disait que la moitié des emplois actuels, voire plus, pourraient disparaître. Donc il va falloir les transformer par autre chose. Sinon, on risque de rentrer dans un monde. Vous citiez Google tout à l'heure et vous me demandiez pourquoi on a ressuscité Piketty dans cette une qu'on voit. Mais parce que moi, j'avais entendu Eric Schmidt me dire chez Google, si le monde conduit, enfin, si on continue dans le sens où on est en train de le dire, il y aura beaucoup moins d'emplois. Et donc, il faudra redistribuer autrement. Peut-être faudra-t-il faire une taxe mondiale sur le capital parce que la richesse, la valeur va se concentrer. Donc, on est quand même là au cœur de débats qui ne sont pas seulement économiques, même si évidemment il faut en tenir compte, mais qui sont de nature politique et sociale. Comment adresser cette question ? Bon, alors c'est évidemment un enjeu absolument essentiel. Laurent a donné des chiffres qui sont des chiffres communément acceptés. Hein. On peut dire qu'en gros, aujourd'hui, je pense qu'on ne se trompera pas trop. On verra bien quand vous ferez les 50 ans de la tribune, mais peut-être même avant. En 2025... Comment devenir immortel ? J'espère qu'on sera toujours là. En 2025, oui, on pense que d'ici 10 à 15 ans, 50% des emplois d'aujourd'hui auront disparu. C'est en gros l'ordre de grandeur. Donc on voit la tâche absolument gigantesque qui est devant nous en matière de formation, mais également en matière d'adaptation de la structure, de l'organisation même de notre monde économique et du monde du travail. De plus en plus, moi, quand je vois des jeunes, je leur dis systématiquement, commencez à vous former intellectuellement, à avoir plusieurs activités, plusieurs métiers dans votre vie en même temps, pas en parallèle, pas en séquentiel, en même temps. Il faut être des slashers, c'est ça. Non, mais la clé, on l'a vu avec les Uber, etc., avec des gens qui avaient des métiers, etc., ou de façon un peu dramatique, du reste on a condamné ça, alors que c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, évidemment, c'est d'avoir des usages nouveaux qui apparaissent partout, qu'on n'a pas du tout encore identifiés. Je reprends encore l'exemple, hein, je vous le dis, dans le domaine des données, pourquoi je me bats avec autant de force sur l'aspect des données ? Parce que je le vois tous les jours, c'est la proximité des données auprès des usages qu'on va en faire qui crée l'innovation, qui crée le besoin. C'est la proximité de ce triptyque, données, usages qu'on va en faire, et monde académique qui fait l'innovation et les métiers de demain. Et c'est la raison pour laquelle je me bats vraiment pour éviter ce désert numérique qui pourrait, à notre insu, dont on pourrait être la victime à notre insu. Mais je me bats en Europe, mais je me bats aussi désormais en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est aussi, là encore, c'est aussi notre extension. On a une relation toute particulière, on le voit aujourd'hui un peu tragiquement, mais avec ce continent qui va être le continent du XXIe siècle, avec 1 milliard d'habitants, 2 milliards dans 20 ans, 5 milliards à peu près d'habitants, 4,8 milliards à 5 milliards à la fin du siècle. Il faut penser fin du siècle, Laurent, il a raison. 5 milliards, c'est-à-dire en gros la moitié de la planète en termes de population sera africaine, ce qui fait que par parenthèse, on bénéficie d'un effet de bord tout à fait inattendu. La langue la plus parlée au monde à la fin du siècle, ce sera l'anglais et le français. Donc, la francophonie revient au galop. Si nous ne ratons pas cette révolution démographique africaine, nous, la France, et les relations avec eux. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Et je voudrais prendre deux exemples. Dans un groupe comme le nôtre, une fois, on fait les choses aussi à son niveau. Dans un groupe comme le nôtre, nous utilisons beaucoup de ressources. On est 100 000 ingénieurs maintenant chez Atos. On va continuer à grandir, évidemment. On a beaucoup de ressources d'ingénieurs, comme tous nos concurrents, et notamment tous les GAFA, mais aussi tous les IBM, mais aussi tous les Accenture, en Inde.
Donc, en gros, ça va entre 20 à 50% des ingénieurs dans ces groupes aujourd'hui qui font des tâches un peu répétitives, des tâches pas trop fortes de valeur ajoutée, mais quand même, avec des jeunes qui sont extrêmement bien formés, qui sont en Inde. Ben, moi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça en Afrique? Et donc, on a décidé, alors de façon, là encore, là, c'est une première, j'ai pris ma petite valise et puis je suis allé au Sénégal, je suis allé voir le président Macky Sall, et je lui ai dit, écoutez, vous avez des jeunes que vous formez localement, il y a des bonnes universités, ils sont assez bons en mathématiques du reste, même très bons, il y a une très bonne école de mathématiques à Mbour, dans laquelle on a des médailles Fields qui viennent former les jeunes chercheurs sénégalais. Et vous avez une diaspora importante dans le monde entier qui ont été formés soit chez vous, soit dans nos grandes écoles, soit dans les universités américaines, et qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de revenir au pays, pour beaucoup d'entre eux. Bon, bah écoutez, moi maintenant, j'ai décidé que plutôt que d'ouvrir maintenant tous mes nouveaux centres offshore en Inde, comme font tout le monde, j'en ai déjà 18 000, maintenant je vais le faire en Afrique, et on a commencé à faire la première plateforme offshore, c'est-à-dire d'ingénieurs qui sont des bac plus 6, bac plus 7, à Dakar. Mon objectif, c'est d'être d'ici 2 ans à 2000 ingénieurs. C'est une plateforme très importante. Ça fera du reste la première entreprise sénégalaise, par parenthèse, à 2000 ingénieurs. Et puis après ça, de faire un peu la même chose sur toute l'Afrique occidentale, même fuseau horaire que l'Europe, c'est intéressant. Totalement bilingue, français, anglais, c'est intéressant. Et donc, si je vous dis ça, c'est qu'il y a aussi une recomposition du monde du travail. Et puis derrière, c'est ce que nous voyons, je vous ai parlé tout à l'heure de cloud qui va migrer en fog, et le fog migre maintenant, alors ça c'est un concept qu'on a inventé chez Atos et avec nos réseaux de partenaires, parce que quand je parle d'Atos, c'est aussi VMware qui est notre très grand partenaire, c'est aussi bien sûr Cisco, c'est sur tous ces gens-là. On a maintenant on a élaboré le concept de l'informatique d'après, c'est le swarm computing, c'est-à-dire l'informatique en essaim. Et c'est pour revenir, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Les plateformes, collectivement, on est plus intelligent qu'individuellement. Et tous ces capteurs, Laurent disait tout à l'heure, 1 milliard d'informations par seconde qui sont générées et qui doivent être quelque part traitées, stockées localement, parce qu'on va pas s'amuser à balander, ça va être stocké localement. Les capacités de stockage sont gigantesques, elles sont pas chères, elles seront embarquées évidemment. Ce milliard d'informations, ben c'est comme des abeilles, c'est-à-dire que bon, elles apprennent, il y a du machine learning autour, il y a une capacité à ce moment-là à prendre des décisions, mais la prendre des décisions de façon embarquée. Ce n'est pas une décision qui va être prise dans un nuage et qui va être prise à Palo Alto. Elle est embarquée par le système. Et donc c'est vraiment cette informatique qui est une informatique où les données sont très lourdes et vont se déplacer encore une fois avec les usages, parce qu'encore une fois, on peut y embarquer à la fois les algorithmes et on peut y embarquer la puissance de stockage et la puissance de calcul. Et d'où ce concept d'information en abeille. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un très bon article il y a une dizaine de jours dans Nature qui expliquait qu'on avait vu que les abeilles, quand elles découvrent un champ de fleurs qui sont particulièrement agréables à leurs papilles, elles vont faire un mouvement, une danse dans un sens ou dans un autre pour indiquer la direction, ce que c'est, et de façon très précise. Alors intellectuellement, individuellement, il y a une intelligence qui est pas très développée, mais collectivement, ça fait une ruche, ça fait un essaim qui est hyper intelligent. D'où cette informatique en essaim, c'est la prochaine, vous me disiez que la révolution, les évolutions d'Internet, ça c'est à partir de 2020. On y travaille évidemment beaucoup, et là encore, on voit des systèmes qui sont des systèmes qui vont être, on voit le changement complet en matière de régulation, de droit des usages, de responsabilité, et aussi de métiers nouveaux. Et j'en viens à la conclusion, ce que je voulais vous indiquer. On a fait dans les métiers qui sont les miens, dont je peux parler, on a beaucoup procédé précisément à cette, comme on dit, pardon de cet anglicisme affreux, l'offshoreisation, c'est-à-dire qu'on a externalisé donc des compétences, des besoins de compétences dans des pays. Pourquoi on l'a fait en Inde? Parce qu'il y avait de la ressource qui était bien formée, parce qu'elle était 25, 30, 35% moins chère et beaucoup plus flexible que dans nos pays. Donc on a externalisé dans un pays la souplesse qu'on ne pouvait pas avoir nous-mêmes pour avoir des ressources qu'on peut mobiliser ou pas mobiliser, et un coût qui est un coût du travail qui est évidemment nettement moindre, parce que nos clients ils veulent évidemment tous les ans avoir des réductions de coûts et des réductions de prix. Bon, ce modèle-là, il a fonctionné, il a permis un développement très important d'une informatique et d'une gestion des données qui était un peu de nature productiviste, c'est-à-dire qu'on vendait de la compétitivité avec cette informatique-là. Avec la nouvelle informatique telle que je vous la décris,
cette informatique en essaim, le swarm computing. L'intelligence devient de plus en plus près des usages. Et là, on le voit bien, il faut de plus en plus rapatrier des compétences près des centres de décision, près des centres de recherche, près des centres de marketing stratégique, parce que c'est là où se crée la valeur, avec une proximité, une intimité désormais extrêmement importante entre le client et son fournisseur de plateformes digitales et de digitalisation, et qui ne permet plus aujourd'hui de le faire à distance, que ce soit pour des problèmes de fuseau horaire ou que ce soit pour des problèmes de législation et de régulation. Et lui-même, il sait qu'il va travailler de plus en plus sur ce qui est sa valeur ajoutée, son ADN, qu'il va de moins en moins vouloir partager et sur lequel les problèmes de propriété intellectuelle vont devenir absolument considérables. Ils sont gigantesques aujourd'hui, mais on n'a rien vu encore dans ce monde-là. D'où la nécessité de rapatrier, et pour nous, quelque part, une opportunité de rapatrier des centaines de milliers ou des millions d'emplois plus spécialisés. On en vient toujours à la formation, et Laurent a raison. Quand on voit comment on forme nos jeunes aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'études de médecine, c'est pathétique. Quand on voit qu'ils n'ont même pas été fichus de faire des examens nationaux parce qu'il y a un serveur qui bloque depuis 2 jours et que les étudiants qui ont passé l'internat sont bloqués parce qu'à chaque fois on les met devant et le serveur bloque, enfin, on est quand même à des années-lumière de ce dont on parle. Hein. Dans un monde technologique, ça surprend. Laurent, c'est la réalité française. Hein. Bien sûr, les évolutions vers la machine intelligente, peut-être l'intelligence artificielle, suscitent beaucoup de craintes, y compris chez ceux qui sont en train de les inventer. On s'interroge sur un risque de perte de contrôle par l'homme de sa créature, un syndrome à la Terminator qui pourrait, certains vont même jusqu'à dire, ça pourrait provoquer la fin de la civilisation, voire de l'humanité. Votre réponse à vous, dans la lettre que vous écrivez à vos enfants, pour faire le pont avec ce que vient de dire Thierry Breton, c'est de dire n'oubliez jamais les humanités. Le paradoxe dans un monde des mathématiques et de la technologie, c'est qu'il vaut mieux finalement être dans le monde de l'interprétation que dans celui finalement de l'exécution. D'apprendre à coder, c'est bien, ça mange pas de pain, mais même le codage va être automatisé dans les années qui viennent. Ce qui sera le plus lentement automatisé, c'est l'esprit de synthèse, c'est la capacité de prendre des décisions stratégiques, et donc le plus important, c'est la culture générale. Moi qui suis un technicien, je pousse mes enfants à être le plus généraliste possible et à avoir une culture générale au-delà de la culture technique. Donc en termes de formation, il est clair qu'il ne faut pas former des spécialistes car il n'y a pas beaucoup de spécialités où les automates ne vont pas faire mieux que l'homme. On voit bien aujourd'hui, et Watson, le système expert d'IBM, n'est encore qu'en version bêta, mais en génétique du cancer, il fait en quelques minutes ce qu'un cancérologue mettrait 38 ans à faire en travaillant jour et nuit, c'est-à-dire bien après la mort du cancérologue et du patient, même si les métastases ne sont pas trop méchantes. On voit bien que même dans des métiers qui nous semblent compliqués comme la chirurgie ou la cancérologie, l'automate va dépasser l'homme. Il va y avoir une phase de complémentarité, mais l'automate va finir par dépasser l'homme assez rapidement. Donc il faut être très généraliste et pas trop technicien, car les techniciens vont être laminés. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la problématique de crainte par rapport à l'intelligence artificielle, elle est sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une intelligence artificielle ayant conscience d'elle-même et éventuellement hostile, comme HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui zigouille les astronautes. L'intelligence artificielle forte, on n'en a pas. Et on ne va pas en avoir probablement avant 2040-2050 au minimum, donc c'est lointain. C'est une crainte qui a été exprimée par Elon Musk, le patron de Tesla, qui disait « Les plus gentils d'entre nous seront traités par l'intelligence artificielle comme nous traitons nos labradors. Ils nous nourriront si nous sommes gentils. » Bill Gates a récemment dit « Je ne comprends pas que les gens n'aient pas peur de l'intelligence artificielle. » Mais ça, c'est l'intelligence artificielle forte. Et c'est 2050. Aujourd'hui, ce qu'on a, ce n'est pas de l'intelligence artificielle forte. C'est de l'intelligence artificielle très conne, qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. La Google Car, par exemple. Mais ce qu'il faut bien comprendre là encore, c'est que l'intelligence artificielle forte n'est pas nécessaire pour concurrencer l'homme. Watson, c'est de l'intelligence artificielle faible et pourtant ça va tuer les cancérologues après une phase de complémentarité qui va durer une dizaine d'années. Ce qui nous menace aujourd'hui, ce n'est pas l'IA forte, c'est l'IA faible. Et la question de savoir ce que l'on fait de notre système éducatif, ce que l'on fait de notre système de production dans un monde où l'intelligence artificielle faible va être gratuite,
est une vraie question. Le premier métier aux États-Unis, c'est conducteur de camion et de camionnette. Si la self-driving car se généralise, ça va poser un petit problème d'emploi pour les gens non qualifiés. Et on pourrait multiplier les exemples. Pour être très très provocateur, dans le monde du symbole dans lequel nous rentrons, si effectivement les tendances actuelles se confirment, que fait-on en 2050 des gens qui ont moins de 150 de quotient intellectuel? La question est une vraie question à laquelle il faut réfléchir. Car dans un monde de symboles, il y aura bien évidemment une prime aux symboles, aux manipulateurs de symboles, et on voit bien que, contrairement à ce qu'on pensait, toutes les tâches à faible valeur ajoutée sont automatisables, y compris faire une chambre d'hôtel, c'est-à-dire en tant que femme de ménage ou homme de ménage. Il y a une réflexion à avoir. La réponse actuelle de la Silicon Valley, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le neuro-enhancement et la sélection des embryons. Faire des bébés plus intelligents et augmenter nos capacités par des implants intracérébraux. C'est ce que des gens comme Kurzweil chez Google expliquent à longueur d'antenne en expliquant que dès les années 2030, on pourra augmenter nos capacités intellectuelles par des implants intracérébraux, ce qui fera la fusion de la médecine, de l'éducation, de l'IT et des neurosciences. Utopie ou dystopie, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça pose des questions tout à fait vertigineuses à l'horizon d'une quinzaine d'années. Mais quelles que soient les options que la société choisira demain, et elles seront peut-être différentes d'un pays à l'autre, cette explosion de l'intelligence artificielle et des neurosciences et de la génétique nous projette dans un monde pour lequel nous ne sommes pas préparés. En France, 13% des parents souhaitent utiliser les technologies biologiques et génétiques pour avoir des bébés plus intelligents. 50% des jeunes Chinois souhaitent utiliser la technologie génétique pour avoir des bébés plus intelligents. 50% dans la grande étude internationale que BETC a fait récemment. Que sera un monde dans lequel une minorité de Français aurait leur quotient intellectuel augmenté par une action génétique pendant la grossesse et où un enfant chinois aurait ses capacités augmentées? Je ne parle pas là de moralité, je parle d'économie et de guerre technologique. Et je n'ai pas la réponse et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais on voit que les questions qui se posent avec les technologies numériques vont passer demain dans la sphère médicale et dans la sphère du cerveau, parce qu'en réalité, l'informatique et les neurosciences vont fusionner, quel que soit le prototype, et Thierry Breton, son métier de demain, ce ne sera plus le microprocesseur, ce sera la fusion du microprocesseur et du neurone, qui seront une seule et même science, car l'informatique va pénétrer nos cerveaux, que ce soit de façon hard ou de façon soft. L'informatique va nous conduire en réalité à un monde extrêmement nouveau, extrêmement inattendu, que nous n'imaginions pas il y a 10 ou 15 ans, avec des réponses très diversifiées qui auront des implications politiques, philosophiques et géopolitiques majeures. Et pour terminer juste là-dessus, la simple sélection des embryons, qui est aujourd'hui faisable et qui est plébiscitée par un couple chinois sur 2, permet d'augmenter le quotient intellectuel d'un pays de 60 points en très peu de points. Nous allons peut-être rentrer après la guerre technologique et la guerre des plateformes dans la guerre des cerveaux, avec des conséquences incalculables pour le type de société et de civilisation dans laquelle nous serons en 2050. Bon, moi, quand j'étais petit, on me disait qu'il fallait manger du poisson pour être intelligent. Je ne sais pas si ça marche. J'ai peur qu'on fasse plus hard dans les décennies qui viennent. Thierry Breton, je ne sais pas où est la clé, la prise USB, elle est cachée dans cette chevelure magnifique que vous avez su garder. Une question pour conclure, parce qu'on va prendre aussi quelques questions de la salle. Pour conclure notre débat que j'ai trouvé passionnant, on a ouvert énormément de pistes. Bon, évidemment, on n'a pas tout traité, mais dans le petit bouquin que nous avons fait pour nos 30 ans, on a interviewé plusieurs experts, dont Nicolas Colin. Nicolas Colin, qui a fondé The Family et qui a écrit un livre qui s'appelle L'âge de la multitude. Nicolas nous disait, finalement, le Fordisme a produit ces institutions. Ces institutions, c'était une forme de compromis social dans lequel on vit encore un peu aujourd'hui, la retraite,
protéger le pouvoir d'achat, faire en sorte finalement que, enfin, c'est vraiment le capitalisme tel qu'on l'a connu, redistributif, les gens travaillent, sont salariés, passent à la retraite, s'ils sont malades, on leur fournit un revenu de remplacement. Donc on fait tout pour protéger la société de consommation. Ce système atteint aujourd'hui, on voit bien probablement ses limites dans la nouvelle économie dans laquelle on rentre. Et ce que disait Nicolas, c'est la révolution numérique, qu'on pourrait comparer à la révolution fordiste, n'a pas encore produit ces institutions. Quelles institutions politiques et sociales faudrait-il imaginer demain pour finalement retrouver un équilibre où on voit bien que toutes les évolutions dont vous avez parlé l'un et l'autre créent aujourd'hui une forme d'instabilité. Et est-ce que c'est ça finalement que les politiques n'ont pas compris? On ne leur demande pas forcément d'être des ingénieurs ou des scientifiques, mais de comprendre peut-être la nature du changement et la réponse au changement et aux mutations. Les bonnes réponses. Ça peut être l'auto-entrepreneur. On sait qu'Emmanuel Macron travaille, par exemple, dans la loi Noé, qu'il présentera en janvier, sur ce type d'adaptation. Donc, quelles institutions, est-ce que des institutions nouvelles vont devoir émerger pour permettre la mutation dont nous avons parlé aujourd'hui? C'est une évidence, votre question. Après tout ce qui vient d'être dit, la réponse à votre question, c'est évidemment, il faut travailler maintenant sur ces institutions. Moi, j'ai coutume d'utiliser une image. Au fond, la création de valeur, la création de richesse de l'humanité, elle repose essentiellement sur une organisation du monde, une organisation du travail, une organisation de l'économie qui était essentiellement terrienne, j'allais dire territoriale. On crée de la valeur en exploitant l'espace terrestre. Et toute notre organisation aujourd'hui, que ce soit cadastrale, que ce soit l'organisation politique, également en France, mais aussi aux États-Unis, on sait que c'est le temps de cheval pour aller d'un point à l'autre, pour aller voter, enfin c'est la définition du département, en tout cas, le département français. Donc toute notre organisation aujourd'hui est une organisation essentiellement territoriale, parce que ça a été pendant des millénaires, en traitant la terre, qu'on a créé de la richesse et qu'on s'est organisé progressivement avec du progrès social autour de cette création. Puis après ça, il y a eu évidemment progressivement à partir du XVe siècle un peu plus organisé l'espace maritime qui a été grand créateur de richesse. Donc on a commencé à organiser un droit maritime pour organiser ces flux commerciaux qui ont continué à poursuivre, à créer de la richesse. Et puis après ça, il y a eu l'espace aérien. L'espace aérien est un espace également qui crée de la richesse, qui nécessite d'être organisé, qui a des systèmes de régulation. Puis désormais, il y a un quatrième espace dans lequel nous sommes rentrés de plein pied, on n'a parlé que de ça aujourd'hui, qui est cet espace informationnel dont on vient de parler. Cet espace informationnel, comme les trois autres espaces, il a la nécessité absolue d'être organisé, régulé, structuré, parce que c'est désormais de l'exploitation et de l'organisation de cet espace dans toutes ses composantes, que ce soit les composantes économiques, mais aussi sociales et l'organisation du travail dans cet espace, que l'on va créer de la valeur, de la richesse, et qu'on va, qu'à un cas, mettre des moyens de redistribution de cette valeur. Alors combien de temps il faut pour organiser cet espace ? J'en parlais déjà, vous faisiez référence dans mes livres il y a déjà 25 ans, donc c'est-à-dire il y a une génération, il y a 25 ans. Il faudra sans doute encore une génération pour le faire, mais c'est clairement aujourd'hui à l'organisation de cet espace qu'il faut que l'on travaille les uns et les autres. Et je dis que l'organisation de cet espace ne va faire qu'effleurer les questions que Laurent a abordées, qui sont des questions essentielles et qui vont venir progressivement, et sur lesquelles, évidemment, on n'est absolument pas aujourd'hui structuré et organisé pour y répondre. En ce qui nous concerne, nous, pour aujourd'hui, c'est vraiment sur l'organisation de l'espace informationnel qu'il faut travailler. Vous le voyez, du reste, c'est généralement les prises de conscience collectives, elles se font souvent, si on regarde ce qui s'est passé dans les trois précédents espaces, parce que c'est des aspects militaires qui ont créé à la fois le déclic et les moyens, déclenchement des moyens pour le faire. On le voit aujourd'hui avec tout ce qui concerne la cybersécurité, le suivi évidemment des uns et des autres, avec ce qui se passe évidemment aujourd'hui en France et dans le monde, avec l'État islamiste et la guerre qui a été déclarée dans ce nouvel espace, qui a des règles qui nous déstabilisent totalement, un suivi nécessaires, des moyens nécessaires qui sont essentiellement des moyens du cyberespace, du reste, pour pouvoir suivre ce qui s'y passe.
et une organisation qui est aujourd'hui très balbutiante, dans laquelle on découvre du reste totalement ébahi que certains ont pris une avance considérable sans qu'on en soit conscient, et toutes les révélations Snowden, la NSA, etc., ont été un wake-up call absolument massif sur le fait, mais il faut que nous aussi, on s'organise dans cet espace-là, faute de quoi on va être totalement dépendant, vassalisé, alors qu'on sent bien que implicitement, c'est dans cet espace-là qu'on va trouver des nouvelles organisations du travail, des métiers d'auto-entrepreneur, le fait que chacun va être entrepreneur de soi-même et de sa vie dans la durée, mais aussi dans l'instant, que chacun doit pouvoir avoir une vie, évidemment une évolution verticale, mais une évolution horizontale en même temps. On voit tout ça, et on voit qu'effectivement, le maître mot, c'est beaucoup plus de souplesse, la protection venant de plus en plus par rapport à ce que l'on pourra créer, générer soi-même, plutôt que par rapport à ce que la collectivité voudra bien vous redistribuer. Donc ces questions-là, elles sont absolument essentielles. Si vous me dites, vous me demandez combien de temps il faudra, là encore, je crois beaucoup à l'Europe pour le faire, parce que c'est à cette dimension-là qu'on pourra faire les choses. C'est sans doute le travail d'une génération. Laurent, les institutions du Fordisme sont nées avec des luttes sociales aussi. Est-ce que les institutions de la Révolution NBIC viendront avec des luttes politiques? Est-ce qu'il y aura des techno-conservateurs contre des positifs? Est-ce qu'il y aura du cyberterrorisme qui provoquera les changements? Il va forcément y avoir une guerre entre les transhumanistes qui veulent changer l'homme. Et vous savez que là où il y a le plus de transhumanistes aujourd'hui, c'est quand même chez Google et dans la Silicon Valley, et puis les bioconservateurs. Entre les gens qui pensent qu'on peut modifier nos neurones, qu'on peut modifier nos cellules, qu'on peut modifier nos chromosomes, et ceux qui pensent que c'est scandaleux parce que c'est touché à l'œuvre de la transcendance. Donc, qu'il s'agisse de règles éthiques ou de règles économiques, nos institutions sont aujourd'hui largement obsolètes. Nicolas Colin, qui a fait un travail remarquable sur la réflexion des institutions sociales et de la protection sociale à l'heure des technologies numériques, a raison. D'ailleurs, nos règles sociales et économiques sont inadaptées. L'interdiction du beurre pop est d'une connerie insondable. À un moment où il y a une redistribution des cartes massive et où il faut profiter de tous les gisements d'emplois, il faut permettre aux gens de développer tous les nouveaux emplois possibles grâce au numérique, on a la connerie d'empêcher les gamins de banlieue sans formation d'être chauffeurs Uber Pop. C'est une connerie insondable et c'est un acte raciste. Indirectement, certes, mais quand même, c'est bloquer l'ascenseur social pour les jeunes issus de la diversité. C'est un scandale économique, c'est un scandale politique. Tout ça fait sous la pression de lobbies que je ne citerai pas, car ils ont déjà fait des procès quand on parle d'eux. Oui, à nous. Nos institutions ne sont pas prêtes. Oui, nos institutions doivent être changées. Oui, nos institutions doivent être réfléchies à l'aune du temps long. Nous allons avoir un risque de marginalisation massive des gens ayant une formation modeste dans cet univers de manipulation du symbole. Si en plus on est malthusien et que des gens à courte vue sont capables d'empêcher des gisements, dizaines de milliers d'emplois, parce qu'ils sont sous la pression des lobbies ou parce qu'ils n'ont rien compris à la vague schumpeterienne qui se passe, ça va très mal se passer. Donc l'interdiction du beurre pop est le symbole de la connerie de nos institutions et de l'incapacité des gens qui font la loi et qui l'appliquent aujourd'hui à comprendre le monde qui vient. Et c'est particulièrement grave quand on sait à quel point Uber Pop est vraiment un instrument qui permet de rentrer dans l'ascenseur social quand on est sans formation et qu'on est issu de la diversité dans les banlieues. Puisque ce sont les gamins de banlieue de la deuxième ou troisième génération d'immigrés qui faisaient les gros contingents du beurre pop. C'est un crime contre l'avenir de nos banlieues, c'est un crime contre l'intégration, c'est une machine à renforcer encore un peu plus le chômage dans nos banlieues et à pousser à la communautarisation. C'est une vision à courte vue, c'est une vision imbécile. Nous devons avoir une vision du temps long
comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre comme flexibilité pour pouvoir absorber le choc technologique et éviter la marginalisation des gens, je ne vais pas dire que les attentats terroristes sont issus de la marginalisation économique dans nos banlieues. Mais ça peut y contribuer, et en tout cas, ce n'est pas moral de maintenir dans le non-emploi des gens qui pourraient avoir un emploi si on avait un code du travail et une législation un tout petit peu moins conne. Et je voudrais juste rajouter un point sur la fiscalité. On parlait tout à l'heure de cette nouvelle génération, c'est incroyable, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, où des jeunes, en l'espace de quelques années, et donc quelques mois, deviennent hyper milliardaires. Alors, encore une fois, en papier. Parce que les valorisations, y compris la valorisation d'Uber, pour l'instant, c'est que du papier, Laurent. Mais, non, je parle de Uber, c'est que du papier, mais ça va devenir du vrai argent. Et ce vrai argent, il va arriver dans les poches de jeunes qui ont entre 30, 32, 33, 35 ans et qui vont se retrouver un peu comme l'heureux papa qui vient de déclarer dernièrement à sa nouvelle petite fille que, non, elle était bien née, mais que too bad for her, 99% de ces 44 milliards de dollars allaient partir dans la fondation de papa et maman. Et moi, je dis bravo, parce qu'au moins, ça va être dans cette fondation, et ils vont avoir la nécessité de le dépenser. Et on en revient avec le temps long. Est-ce que ceci serait possible en France? Non. Pourquoi? Parce qu'en France, on n'a pas le droit de, entre guillemets, léser ses enfants. Et avec le principe de la quotité disponible, on favorise la rente au détriment de l'investissement de son vivant. Et cette espèce d'imbécilité, une de plus du reste qu'avait fait Sarkozy, quand il a voulu dire c'est quand même normal qu'on puisse quand même léguer à ses enfants, il faut faciliter la transmission de ses enfants. C'est une imbécilité économique. Il faut évidemment que lorsqu'on crée de la richesse de son vivant, on puisse avoir des incitations pour le dépenser de son vivant, plutôt que de favoriser la rente, qui a quand même conduit en partie aussi la France là où elle est aujourd'hui, au détriment de l'esprit d'entreprise et des entrepreneurs. Et donc on le voit bien, que l'évolution des esprits, qu'appelle à juste titre Laurent, il faut aussi la faire dans notre fiscalité, qui est totalement archaïque par rapport au monde qui vient, et en particulier à ce monde numérique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je voudrais vous remercier tous les deux.